Aujourd'hui, je reçois un des pêcheurs urbains les plus connus à Montréal, Charles Giguère. C'est parti! Cette chronique vous est présentée par Brunel Forte Saint-Eustache depuis 1923. Target Bait, les petits pour viser gros. Les créations CPF, des leurres de qualité pour des pêches de qualité. Groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et par Pêche Québec en action. Salut Charles! Salut, ça va bien? C'est un plaisir de te recevoir pour la chronique de Pêche Québec en action. Charles, premièrement, ça fait depuis 1979 que tu as poigné la piqûre de la pêche. J'ai commencé de même, puis par erreur, j'allais même pas à la pêche. Je m'en allais à l'île Sainte-Hélène avec des amis, là, aller m'amuser à la ronde, là, tout le monde connaît la ronde, à l'île Sainte-Hélène. Je m'en allais m'amuser avec des amis, puis là, il y a un monsieur sur le bord de la rive qui m'a demandé de checker son équipement de pêche, le temps qu'il allait dans la voiture, dans sa glacière, aller chercher de la nourriture. Moi, je tenais sa canne à pêche dans mes mains, puis d'un coup, j'ai eu une grosse secousse au bout de la canne. Fait que là, je n'étais pas pour laisser la canne tomber à l'eau, je ne sais même pas c'est quoi la pêche. Je tenais la canne au bout de mes bras, mais tout à coup, je voyais un poisson sortir de l'eau, je ne peux pas l'identifier, je connaissais rien dans la pêche. Là, ça sortait à un bord de l'eau, d'un autre bord, d'un autre sens. Quand le monsieur est arrivé pour prendre son équipement, il m'a demandé Hey, t'as un poisson au bout de la ligne? Je dis Oui, j'ai un poisson, mais ça n'arrête pas de sauter depuis tantôt. C'est lui qui l'a récupéré, puis il a vu que c'est une grosse achigane d'environ 3 livres, 3 livres et demi qu'il me disait. Puis il m'a demandé si je voulais l'essayer encore une autre fois. C'est qu'il a installé un verre de terre sur son hameçon, puis il a relancé la ligne vers le large. Puis j'ai eu encore une autre secousse. Là, c'est moi qui l'ai emmené le poisson moi-même. Puis j'ai trouvé que c'était le fun. C'était vraiment plaisant de voir un poisson qui n'était pas si énorme que ça, mais qui pouvait être aussi fort que ça. Puissant. Tu sais, pour sa grosseur, ça n'a pas été long. Le lendemain, j'avais déjà un équipement de pêche acheté. C'est là que tu as pogné la passion de la pêche. C'est en plein ça. Puis, toi, on te qualifie de pêcheur urbain parce que tu pêches beaucoup à Montréal, dans le port, aux alentours de Montréal. À Terrebonne, j'ai vu des vidéos. Moi, j'ai pêché pas mal toutes les places proches là, de Montréal et des environs, sur les rives, pour être capable de dépister des lieux, pour être capable de prendre des poissons. J'ai mis beaucoup d'heures. De 79 à aujourd'hui, on en apprend encore. Puis j'ai mis beaucoup d'heures là-dessus, puis je m'étais aperçu que ce loisir-là, ça faisait partie de moi. Puis en plus, tu as travaillé beaucoup dans des boutiques de pêche. Tu as travaillé beaucoup sur le défunt le barreau sur la rue Notre-Dame. J'ai travaillé chez BL Sport. BL Sport, oui. J'ai travaillé chez Jacquard, centre de réparation cannes et moulinets. Moi, je réparais les cannes et les moulinets. J'ai travaillé un petit peu dans tout. J'ai mis la main dans tout. C'est Joël Lemouche. Puis le premier travail que j'ai eu dans le domaine de la pêche, avant BL Sport, tous les autres commerces, ça a été Zoé Lamouche au coin de Montreau et Sainte-Catherine. Aujourd'hui, il n'y a plus de commerce. C'est un ancien dépanneur qui était là. Puis moi, ben, j'ai commencé à monter des mouches par curiosité. C'est même de la pêche aussi. J'ai commencé à la pêche à m'amuser sur le bord. Là, j'allais dans des sols d'église, qui avait des activités, exemple, de toutes sortes. Puis j'ai vu quelqu'un attacher des plumes après dans le son. Puis toutes sortes de choses, ça m'a attiré. Là. Je ne savais pas comment on pouvait. Moi, je pensais comme bien du monde, une mouche, t'as fait avec des machines. Les machines, c'est nous autres, les humains. Il n'y a pas encore une machine assez évoluée pour être capable d'attacher des petites pièces de plumes. C'est que là, moi, j'étais pas un fils unique, mais presque. Fait que j'étais le dernier de la famille, c'est que moi, j'étais gâté pas mal. C'est que j'ai demandé à ma mère de m'acheter un équipement de montage de mouches. Dans le temps, Zoé la mouche était sur la Louvois avant les Moreau. J'ai acheté mon équipement, j'ai attaché des mouches, des heures et des heures, des plumes. De moi, là, je ne peux pas lire l'anglais, je ne lisais pas l'anglais, c'est que j'allais par les dessins de la revue. J'ai essayé de me débrouiller, puis au bout de 3 mois, je vais monter des mouches au magasin, chez Joël Lamouche, puis je monte mes mouches, les McKiffin, tout ce que le monde connaît des McKiffin, une couple de magasins. Là, il me dit que mes mouches sont très belles, puis il me demande si je suis intéressé de lui faire des mouches. Je dis d'accord, on va faire des mouches pour toi, moi ça ne me dérange pas. Ça a été mon premier travail, monteur de mouches. Quand Zoé déménageait à cette île, j'ai été travailler pour BL Sport à côté pour Serge Boulanger qui a ouvert sur le nom de BL en 84. Puis là, c'est là que tout a commencé. Là, vraiment, je faisais de la pêche, je montais des mouches, je fabriquais des leurres. J'ai mis la main dans la pâte de tout. La seule chose que j'ai pas touché à l'heure actuelle, c'est la taxidermie. Oui. Mais tu coules aussi des têtes de jig, différents modèles de têtes de jig, de tes créations aussi. J'ai inventé, l'invention c'est un gros mot. J'ai amélioré
une tête de jig, autrement dit. J'étais avec Raymond Carrière à l'île Sainte-Hélène un mois de novembre en 1996 exactement. Sur la pointe de l'île, j'ai inventé une tête qui s'appelle la Scorpion. La Scorpion, c'est une tête, mais là, moi je l'avais faite avec une tête ronde, c'est une tête ring. C'est parce que quand j'ai inventé ça, on m'a dit pourquoi je l'ai inventé. C'est que la journée qu'on pêchait au Pays Raymond, c'est une journée nuageuse d'automne, souvent Raymond pêchait avec des appâts vivants ou morts, quand les leurres de plastique souple étaient pas bons, c'était négatif. Puis souvent, je m'apercevais qu'il manquait des touches. Puis il était monté avec un hameçon à remorque en arrière, ici de la queue, souvent ce qu'on appelle en anglais un trailer hook. C'est un petit bout de fil attaché à l'avant avec un hameçon au trépied en arrière. Un hameçon à remorque, c'est ça. Souvent, il récupérait des poissons à moitié chemin puis il se décrochait de sa ligne à pêche. Là, ça fait 3-4 que tu perds. Montre-moi ton appât vivant, je vais regarder de quoi. Il monte sa ligne, je regarde sa jig. Je vois le mené qui n'est pas abîmé par les dents du prédateur. Là, je dis, certain que les poissons, ils pognent ta tête de jig, ils la tiennent solide, tu montes un bout puis elle lâche. J'ai dit, moi j'ai des aquariums à la maison. Quand je nourris mes prédateurs, mes épisosteurs sûrs, nous autres, ça a du garfiche, j'avais beaucoup d'aquariums chez nous. Des oscars, j'ai gardé des achigans. Quand on nourrit nos poissons, la première place que le prédateur attaque souvent, c'est la tête ou le dos. Mais la première partie, pour être capable d'envaler, mettons exemple, un doré qui mange une parchon, on ne peut pas l'envaler par en arrière, l'épine dorsale va lui rester coincée dans le palais. C'est ça. C'est que comme nous autres, quand on prend une parchon, on lui ferme les mains sur le dos pour la prendre. Avec le poisson, je me disais, ben, s'il pogne la peau par en arrière, il ne serait pas capable. Fait que souvent, c'est bien fait de la nature. Qu'il pogne la tête, puis c'est facile à avaler, à ingurgiter. Comme un serpent qui va prendre une proie, va le prendre par la tête, puis il va l'avaler direct. Fait que j'ai dit, en arrivant chez nous, je vais essayer de trafiquer un de mes moules, puis je vais le modifier pour y mettre un petit trépied avec la plume du marabout et faire un tracteur au bout de la tête. On y a retourné le lendemain matin. Sur 30 captures, j'en ai pris 26 qui étaient toutes pris par le trépied sur le devant. Fait que quand on dit souvent quand on descend une jig, le poisson attaque en descendant. Fait que la jig, quand elle ne descend pas dans le fond vers l'arrière. C'est son poids, la gravité, elle descend vers le bas. Mais tes jigs comme ça, on va pouvoir s'ébroquer les joues, ces petites merveilles-là. Là, moi j'ai un ami qui ça fait 2 ans qu'il distribue ses produits, il est créateur des produits Target Bait. Tu fais les produits pour Target Bait. Target Bait. Moi, tous les produits que je fais, les nouveautés ou quoi, c'est l'exclusivité. À David, on travaille ensemble comme amis sur ces produits-là, puis on essaie de travailler en équipe pour essayer d'innover des produits. Puis vous pêchez souvent ensemble. On l'a reçu, David, dans une des dernières chroniques, on l'a reçu ici, qui est venu nous parler de ses produits. Vous pêchez souvent ensemble aussi? Oui, ben oui, parce qu'on fait aussi, nous autres, là, notre loisir aussi, c'est de pêcher puis de faire des tests avec les produits. Par exemple, ces produits à lui, les swimmy fish, tous ces petits poissons-là ici en plastique souple, moi je les ai utilisés un petit peu avant qu'ils les mettent sur le marché pour faire des tests avec. Ça a été concluant, ça a été terrible comme... Ça, je te le concerne de ce que je disais, puis ce que j'ai toujours dit depuis l'an passé, que j'ai découvert ça au Salon de la Pourvoirie, en place Forzani, où tu étais là d'ailleurs avec David. C'est là que j'ai découvert ces poissons-là que j'ai essayé pendant la dernière saison, puis j'en suis resté bouche bée. Là, on est dans la période que, exemple, la zone 8, on parle du fleuve, la région de Montréal, ils ont défendu la pêche aux appâts vivants. C'est que là, ça prend de quoi pour prendre la relève des appâts vivants. C'est que David il est arrivé dans le bon timing pour développer un produit qui va remplacer les appâts vivants. Puis moi, je peux même vous dire que j'ai fait des tests avant que les appâts vivants soient finis. Puis ces petits poissons swimmy, moi je les teste. Puis comme j'ai bien du monde, je ne travaille pas pour faire de l'argent avec les produits des autres. Non, c'est ça. Ça me tente de l'essayer, je l'essaye, puis c'est un bon copain. J'ai trouvé ça innovateur, le type de poisson. La flexibilité, pour moi, un leurre au gros froid de printemps ou l'hiver, je pêche l'hiver même urbain, puisque c'est pas gelé, il ne durcit pas son caoutchouc. C'est que l'attraction est aussi belle dans l'eau l'hiver à l'eau froide que l'été quand l'eau est chaude. Ce qui veut dire que ça va être utile, comme on parlait déjà, je parlais avec David, ça va être utile pour les pêcheurs sous glace, ça. La pêche à la glace, ça va demander une présentation plus lente. Parce que le poisson, à cause du froid, il est plus amorphe et plus lent. Non, mais le poisson, tu sais, ceux qui pêchent avec des brimbales, il y en a qui jiggent dans le trou, mais il y en a qui pêchent avec des brimbales en place. Il est tellement sensible, ce poisson-là, comme j'ai déjà dit, que
juste le moins de petit courant, le moins de petit vent sur le fil de la bimbale, le poisson, il y a un petit... Il va y avoir des oscillations. Il va y avoir des oscillations. Dans l'eau, c'est ça. C'est ça qui attire le prédateur dans le fond. Souvent, on voit du monde qui vont pêcher des leurres de plastique très agressifs. Donner des coups secs, ils vont giler fort. Mais ça ne donne pas trop des résultats. Le poisson n'est pas fou non plus. Un poisson, ça ne saute pas de haut en bas comme un ballon. Ça qu'il faut lui donner un peu l'attitude des leurres. Il nous produit une très bonne pêche. Mais c'est de nous autres mêmes qu'il faut donner encore de l'action, donner de quoi pour que ça soit plus attrayant pour le poisson. Le poisson fait un travail, votre leurre de plastique, mais la plupart des leurres, j'explique depuis des années, un poisson d'horreur rafale là. Ça fait de droite à gauche. Mais si tu ne donnes pas des saccades ou des pauses au bon moment, le prédateur va avoir une hésitation avant de sauter dessus. Il faut être capable de mimer ce que les poissons font dans l'eau. Exemple, les petits poissons, les écrevisses. Souvent, je vois du monde pêcher des écrevisses artificielles, ils les ramènent trop vite. Un écrevisse, ça ne fait pas de sprint dans l'eau. Non. C'est tranquillement nonchalant. Puis quand elle a peur, elle va lever les pinces dans les airs, elle va propulser un coup de queue, un peu comme une langouste ou un gros mort qui est un prédateur. Et il faut prendre sa canne à pêche, puis juste traîner l'écrevisse au fond, donner quelques coups sur le fil, sans que ça fasse bouger le jig, puis de temps en temps un petit coup de poignet. Le petit coup de poignet, c'est le coup que le poisson attaque tout de suite. Là, l'écrevisse donne un coup, une pulsion, le poisson l'attaque. Comme tout prédateur terrestre ou aquatique, si la proie arrête de bouger, le prédateur, lui, avec, arrête de bouger. Aussitôt que la proie décide de partir, là, le prédateur ne veut plus la perdre une deuxième fois, c'est là qu'il saute dessus. Avec les leurres, il faut les saccader, que ce soit un rappeleur, un leurre de surface. Il faut s'imaginer un peu, dans notre tête, comment utiliser les leurres, puis comment que les proies fonctionnent un peu dans l'eau aussi. Souvent, le monde a un petit peu de misère avec ça, les techniques. Puis, éventuellement, moi et David, on va faire peut-être quelques séminaires sur le bord de la rive, avec ces produits, d'autres produits, comment les utiliser de la bonne façon. On ne détient pas la vérité, chaque pêcheur a son bagage. Mais nous autres, c'est pour faire plaisir à certains pêcheurs qui se demandent comment on fait pour utiliser un swimmy fish, exemple. Comment on fait pour pêcher avec ça? On met ça au bout de la ligne et on fait quoi? Mais moi et David, on va faire quelque chose, quelques capsules ou des séminaires, puis s'amuser en plein air. Comment utiliser ces produits de la bonne façon? Puis j'imagine aussi, tu parles de séminaire, j'imagine que pour les prochains salons, au printemps, tu vas être avec David pour parler des produits Swimmy Fish. Oui, on va parler des produits Swimmy Fish, on va parler aussi des techniques, parce que la vente de produits, c'est une chose, mais le monde consomme beaucoup de produits, mais je pense qu'il aimerait ça avoir un peu de technique avec ça, ce que d'autres, des fois, ne peuvent pas offrir ou ne vont pas offrir. La technique, si nous autres, on aime prendre du poisson pour toi, on l'a appris de notre bagarre, on aime ça. On l'a appris de d'autres avant, nous autres. Exactement. Mais si quelqu'un nous avait viré le dos pour ne pas nous le montrer, on ne serait peut-être pas aujourd'hui ce qu'on est rendu. Mais ça, tout comme toi, sur ta page Facebook, je remarque que tu mets souvent des photos. Puis c'est presque toujours avec du Target Bait, des produits Target Bait. Les derniers que j'ai vus, c'était avec des imitations de gobies. Oui, puis il y a aussi du paddle fish. Le paddle fish, c'est un autre produit de Target Bait. Oui. Là, l'eau est froide. Swimmy va avoir des paddles bientôt. Il va avoir des paddles, des queues ondulantes, vraiment qui viennent beaucoup. Moi, j'utilise ça dans les conditions que l'eau est froide, puis que le poisson, des fois, il est réticent, il ne veut pas attaquer. Ça émet beaucoup de vibrations dans l'eau. Nous autres, on a des oreilles pour entendre le bruit. Le poisson, sa ligne latérale, il entend des choses que nous autres, on entend des sa ligne latérale au poisson, c'est ses oreilles. C'est ses oreilles. C'est lui qui détecte toutes les oscillations, les bruits, les décibels de l'heure, des heures qu'on appelle en anglais des ratons, des chambres de son. Il y a des sons qui sont négatifs, positifs, un peu pour les poissons. Avec ces heures-là, souvent, l'oscillation de la queue en arrière, le mouvement, va provoquer un peu plus d'attention aussi du poisson. C'est ça qui est bon de provoquer. Donc là, on va parler de ça, puis on va tous ces produits au printemps, nous autres, dans les expositions. On va parler de ça aussi. On va parler aussi que les poissons, le sens olfactif, c'est important. Oui. Ça, c'est pas un gadget. Il y a du monde qui appelle ça un gadget. Moi, comme je disais, comme Daniel Cousineau, dans le port reconnu, qui lui faisait des conférences, il disait en face aux clients, les trous qu'ils ont ici n'ont pas été faits avec une passeuse, ils n'ont pas été faits dans la drill. Ils sont là pour quelque chose. C'est pour être capable de détecter leur lieu, leur nourriture. Moi, ces produits-là, je les utilise. Quand aussi l'eau est sombre, est teintée, si le poisson détecte plus ou moins la vibration d'un leurre, il va le sentir et il va se rapprocher. Oui, ça, effectivement. Ça va aider au poisson. Parce que ce produit-là, il se
disperse dans l'eau un peu. Lentement. Il se dissout lentement, puis le poisson, quand il approche, il ne voit pas nécessairement l'heure, mais il suit l'odeur. Regarde bien, c'est pas dur. Quand on passe devant un restaurant, nous, notre arôme, c'est une cuisson qui sort d'une cheminée ou quoi. Oh, ça sent la fumée. Moi, ça me tente d'aller en chercher un parce que c'est un peu, ça se dissout dans l'air. C'est la même affaire, ces produits-là. Les produits qui font du bruit, des produits odorifiants. Souvent, il y a des produits, des huiles, comme David a essayé de trouver des produits. Il y a des huiles qui, au contact de la bouche du poisson, souvent le poisson va comme serrer encore plus fort la mâchoire. Comme Berkeley, quand ils ont développé leurs produits, puis d'autres compagnies, il y a des huiles à l'intérieur que quand le poisson mord, il serre encore plus fort. Il ne veut plus le lâcher. C'est que ça, c'est pour donner un plus au pêcheur. Comme je dis, c'est le pêcheur, c'est lui qui fait son succès. Comme on disait tantôt, ces produits-là, ça ne sèche pas. Non. Je sais, pendant l'été, je m'en suis servi, j'ai laissé ça sur le bord du bateau, sur le bord de ma console, changé de couleur. Je suis revenu 2 heures après. Il y a d'autres produits que j'ai déjà utilisés, on le laissait là, au bout d'une demi-heure, 1 heure, il était sec, plus utile. Ça c'est une chose. Puis aussi, il y a des sortes de produits, certains plastiques, qu'on ne peut pas les mettre trop au soleil longtemps ou les mélanger. Exemple, on va prendre un Berkeley puis prendre un Swami. Il y a des compagnies qui ça va faire une réaction. C'est que les leurres vont se coller, ils vont faire comme un mucus, une gomme. Mais à date, moi, dans mon coffre, j'ai plusieurs leurres. Ça ressemble un peu à un plat comme ça ici, qui est tout mélangé, une sorte de leurres, ça c'est ceux que j'ai utilisé. À date, j'ai pas eu aucune réaction. Ça n'a pas collé, ça n'a pas décoloré. Mais il y a des compagnies de leurres soupe, par exemple, que tu vas mélanger les leurres, ils décolorent un peu comme quand tu veux, avec des crayons Sharpie, tu sais, que tu veux faire un motif sur ton swim bait ou peu importe. Si tu les mélanges avec les couleurs, ça vient. Les couleurs se dissouent, ils se mélangent. Les couleurs, ils se dissouent puis ils se mélangent. Puis il y en a d'autres qui fondent, un peu comme des brûlures de cigarettes. Ils sont toutes limoneuses, plein de mucus. Ça, c'est à cause du soleil. Il y a des réactions. Mais à date, les Swimmy, moi, je peux vous dire que. Moi, ce que j'aime, c'est parce que la couleur était intégrée dedans. Puis je trouve, en tout cas, comme je disais dans une autre chronique avec mon ami David, moi, le bleu. Le printemps, j'affectionne particulièrement le bleu. Mais sur ta page Facebook, t'en donnes des fois des conseils? Parce que j'ai vu, tu avais fait des capsules de YouTube déjà. Tu parlais de produits, tu parlais de techniques de pêche, d'utilisation. Je vais en faire des nouvelles en 2018. Je vais faire des nouvelles capsules. On va en faire même des capsules en plein air. Ça va être encore plus beau. Pour voir ta chaîne YouTube, pour ce qui sont tes capsules. Vous allez sur Charles Giguère ou Charles Jig. Mais plus tard, je vais laisser des notes sur Facebook. S'il y a des changements de nom ou de groupe, parce que David va embarquer avec moi sur la chaîne YouTube. On va parler des produits, puis on va innover sur les produits. On ne va pas rester toujours la même Ça sera pratique parce que j'ai beaucoup d'amis pêcheurs ils me demandent souvent des conseils, mais des conseils de plus. Puis ils peuvent aller voir ta page, puis même moi, parce que ça fait 60 ans à peu près que je pêche, puis j'en apprends encore, puis on apprend tout le temps. Écoute, on va toujours en apprendre parce que c'est ça, la vie en tant que telle, on l'apprend. On est là pour apprendre, pour continuer d'apprendre. Puis moi, je n'impose pas de choses aux pêcheurs. J'offre aux pêcheurs sur les sites internet, s'ils veulent les essayer, les techniques que je parle, puis il n'y a pas sans aucune prétention. Moi, je suis un pêcheur urbain, il y en a beaucoup. J'en connais beaucoup des pêcheurs qui pêchent du bord. Le port de Montréal, je l'ai pêché comme ça serait dans ma maison. Là, je connaissais tous les quais. J'ai commencé à pêcher le port de Montréal, le quai Laurier, le quai Tat, le quai Sutherland. J'ai tout pêché des quais, le quai des Calissages, la Canadienne Vainqueur, sur ce qui était le chantier maritime. J'ai tout pêché ces endroits-là, j'ai pris de toutes les sortes de poissons dans le port. Aujourd'hui, avec les lois, c'est plus serré d'être capable de pêcher sur les quais, on n'est plus capable, à cause des vols, la sécurité, tout ça. Mais ceux qui pêchent sur le bord des quais en chaloupe, puis ils savent utiliser les leurres de la bonne façon, il y a encore de la très belle pêche à faire. Il y a du poisson-là, il y a une qualité de pêche. Moi, j'ai des vieilles photos, j'ai mes plus gros dorés. J'ai pris 15 livres en 1986 avec un Vibrotail, ça fait longtemps. Vibrotail, c'est un leurre Blue Fox, ça fait 5/8 d'once. 15 livres, et chez nous, il y a 34 poids, j'ai pris des très gros. Après, j'ai pêché des pockets phénomènes. J'ai innové, j'ai jamais resté avec le même leurre. J'ai essayé de toutes les cannes, des moulinets inimaginables. J'ai essayé, j'ai confectionné mes jigs comme tu as vu, quand j'ai inventé la Scorpion, mais c'est pas une invention, c'est une amélioration d'une jig. Mais quand on est passionné comme tu l'es, et
comme je le suis aussi, on essaye toujours, on va essayer un nouveau moulinet, une nouvelle canne, on va essayer des produits. Mais, parle-moi donc, je vais te poser une question que je dis souvent à mes amis, mes partenaires de pêche. Tu as des cannes à pêche que tu vas payer 200, 250 $, un exemple. Je donne un exemple, là, je n'aimerais pas de compagnie. Là. Mais tu en as d'autres que tu vas payer une canne 79 $. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Écoute, si on parle pour être capable de prendre des poissons, OK? Le gars qui connaît le maniement de pêcher avec une canne, avec ses leurres de la bonne façon, que la canne, elle vaut 19, 20. Écoute, j'ai une vieille anecdote, je vais te conter là, tantôt, là, tu vas rester surpris. Tu as une canne, exemple, un ensemble à 39,99, puis tu as un ensemble à 200. La seule différence, c'est la composition de qualité des produits qui fait la différence. Une pogne pas plus de poisson que l'autre. Aujourd'hui, avec les fils tressés, tu es capable de sentir la touche la plus sensible avec une canne qui est en fibre de verre qu'une canne en carbone. C'est sûr que la canne en carbone, avec une certaine rigidité, avec les confections, elle va aller chercher plus de sensibilité aux touches, aux attaques, un ferrage plus radical. Mais aujourd'hui, vu que ça s'est amélioré, dans le temps on pêchait tout ça, on pêchait avec des monofilaments de marque Canadian Tower, Royal Bonnell, Tortue, on pêchait avec des monos, des cordes qui avaient beaucoup d'étirements. Aujourd'hui, ça s'est amélioré, mais les équipements de pêche ne font pas le pêcheur. Comme l'habit ne fait pas le moine. C'est ça que je dis souvent à mes amis. Regarde, tu n'as pas besoin de payer 250 $. Il y a quelqu'un qui me disait, je veux commencer dans la pêche, comment ça pourra me coûter pour m'équiper? Ben moi, j'ai dit, regarde, tu vas chercher les leurres de base que je vais te suggérer, une canne, un moulinet, tu vas t'en tirer en bas de 150, 200, 175 $. Pour initier justement quelqu'un, tu n'es pas obligé d'acheter le gros équipement parce que tu ne sais pas comment que ton client, moi je suis un vendeur de magasin de chasse et pêche pendant des années de temps justement. J'ai commencé à travailler, comme je te disais tantôt, chez Zoé, BL, j'ai travaillé, j'ai pas juste fait de la pêche, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'identifie, je suis un pêcheur. Je suis un petit peu plus qu'un pêcheur parce que j'ai vécu avec les vieux vendeurs, les vieilles choses de la pêche du passé à aujourd'hui. C'est que j'ai été le vendeur, j'ai suivi l'évolution de la pêche, puis j'ai fait de la pêche. J'ai fait les deux. J'ai mis la main dans la pâte, fabriquer des leurres, détruire des leurres, savoir de quelle confection étaient faites les leurres en bois de balsa ou les en plastique. Comme les anciens Rapala. C'est ça que j'explique des fois des petites chroniques. Je fais des petits sondages sur Facebook. Qu'est-ce que vous aimez comme leurre de surface? Moi, un leurre avec une bouche plus concave, moins concave, un leurre de bois, un leurre de plastique. Mais c'est spécial que quand tu as demandé ça la dernière fois sur ton Facebook, quel leurre qu'on préférait, on a eu bien des réponses, puis beaucoup de réponses différentes. Oui, puis moi, je l'ai dit, mon leurre, personnellement, si on parle de leurre de surface, la coloration sur le dos, c'est pour être capable de faire un beau coloris sur un mur, une imitation de grenouille ou quoi. Un leurre de surface, le poisson n'est pas capable de sortir les yeux pour aller voir, identifier que le leurre c'est une grenouille. Oh, elle est belle, elle est rose arc-en-ciel. C'est l'association, le mouvement dans l'eau, le bruit, les décibels de bruit que ça dégage dans l'eau qui provoque, puis le mouvement qui provoque l'attention du poisson. Fait que le poisson, soit, moi j'aime les couleurs unies, un ventre blanc, un ventre noir, un ventre rose, les côtés puis le dos, c'est vraiment pour être capable d'avoir un beau mur garni de belles choses, parce que c'est pas un leurre qu'on descend dans l'eau, qu'on drop, qu'on descend dans la profondeur que le poisson peut. Parce que le poisson n'analyse pas. L'autre, on peut analyser. Ça, c'est rose, ça c'est bleu. On est capable d'analyser. Le poisson n'analyse pas. Il focus sur le mouvement, puis c'est un prédateur. Souvent, quelqu'un de monde dit, ah oui, oui, le fil. Oui, c'est vrai qu'il voit le fil. Mais le poisson n'identifiera pas le fil comme une menace. Il dit, ah ben je vais arrêter de mordre sur cette heure-là. Oh, il y a un fil jaune qui se traîne. Non, non. Le poisson, s'il voit le fil, il peut le contourner. Il n'aura pas peur. Puis souvent, le poisson focus sur le mouvement. Il y a deux choses, OK? Tu as ton fil à pêche, tu as ton leurre. Le poisson, ça n'irait pas en arrière du leurre. Hop, il y a un fil, je ne touche pas à cette leurre-là. C'est dangereux. Le poisson focus sur le mouvement. C'est toi qui fais le mouvement de provocation. Le poisson, il est vraiment agressif, il a faim. Il va venir bumper ton leurre. On voit souvent des pêcheurs qui vont... moi j'ai une théorie là-dessus. Les pêcheurs qui disent « Oh, ça ne mord pas cette couleur-là, je vais changer de couleur. » Et puis là, ça se met à mort. Moi, je pense que sur un plan d'eau, que ce soit n'importe où, à un moment donné, c'est tranquille. Puis on dirait que quand ça se met à mordre, ça se met à mordre un peu partout sur le plan d'eau. La couleur, moi, dans le passé, j'avais entendu
des biologistes, d'autres personnes disent que les poissons, ça fait très longtemps, là, dans une émission d'actualité chasse à pêche, qu'ils voyaient plus ou moins la couleur. Moi, je peux dire côté contraire. On a les deux chums dans le bateau. Mon chum pêche avec une queue ondulante blanche. Moi, je pêche avec un paquet de phénomène qui est foncé, qui est moteur huile dans le passé, dans les années 80-85. Je pêche avec ça beaucoup. On a deux leurres complètement différentes, des actions différentes, des couleurs. Je prenais plus de poissons avec ma couleur que la sienne. On a fait un inverse. J'ai prêté mon paquet de phénomène, j'ai pris son jig blanc, j'en prenais presque pas. Le poisson, c'est sûr qu'il voit les couleurs, il peut les identifier, mais comme je dis, il focus sur le mouvement, tout ce qui l'achale, mais il ne peut pas faire une analyse de deux choses en même temps. Ouais, le fil, penser que c'est dangereux, c'est-tu bon à manger. Puis comme on dit, la dernière couleur qui est visible à certaines profondeurs, c'est le bleu. Le bleu et le mauve. Le mauve, le violet, le noir, c'est les couleurs les plus visibles en profondeur. Il y a aussi, souvent moi je dis, l'heure foncée dans les temps foncés, l'heure fluo, l'heure claire dans l'eau claire, quand il fait soleil. J'ai fait des tests dans le Vieux-Port de Montréal, dans le passé, on prenait des jigs à marabouts. Tu te souviens des jigs de plume à marabouts noirs? L'eau était brune, je rentrais le jig dans l'eau, je voyais une belle tache noire se promener. Je prenais une jig jaune, une Twister, le Mr. Twister, tu la descendais graduelle, tu ne la voyais plus du tout, elle se mélangeait à la teinte de l'eau. Tu la pars dedans, comme un nuage qui passe en avant. Mais le noir, tout ce que tu pouvais enfoncer dans le fond, le poisson le détecte tout de suite. Bien là, Charlie, sur ta page Facebook, on va pouvoir voir des conseils, puis des photos, puis des choses là. Il y a aussi la page de Target Bait, que tu t'es beaucoup associé à Target Bait. Et puis, les prochains salons, tu vas être présent avec David Barcelone. Et puis, on va aller te voir. Puis, j'encourage tout le monde à aller voir. Puis, allez parler de pêche allez parler de pêche dans les salons ou suivez-les sur sa page Facebook ou sur YouTube. Charlie Jig, je pense. Charlie Jig ou Charles Giguère, quand vous allez sur YouTube ou Google, vous tapez pêche, exemple, là, Charles Giguère ou Charlie Jig. Justement, Charlie Jig, j'ai une vieille anecdote. Un jour, je te parlais pourquoi que je m'appelle Charlie Jig. Tu vas savoir pourquoi il m'appelle Charlie Jig. Parce que cette anecdote-là, j'ai pêché toute ma vie avec des jigs. Vu qu'on pêchait sur les quais, tu as pêché dans ta jeunesse sur les quais. Tu peux pas utiliser un poisson nageur dans un quai qui a une hauteur de 30 pieds. C'est ça, c'est ça. Dans le passé, j'ai maîtrisé la pêche à jig avec toutes les espèces du port de Montréal. Je pouvais te dire, il y a des lacailles argentées entre 2 et 3 pieds de surface. Je prenais des micro-jigs, je suis capable de les garder en sport. Je pêchais même des dorés, la jig. Quand on associe la pêche à la jig, c'est le fond. La première affaire que la jig fasse, c'est en aller au fond. Il faut sentir le fond du tout. Moi, avec des jigs, je pêche en suspension. Si le poisson est à une certaine profondeur, je vais essayer de détecter où est le poisson. Puis dans le passé, pour savoir, au port, j'avais une vieille technique. Sauf que je prenais des chances pour faire casser mon fil. Je piquais un doré, mettons exemple, dans 10 pieds d'eau. Aussitôt que je le piquais, au lieu de récupérer dessus, je prenais mon fil, puis l'accrochoir de fil sur le moulinet, j'accrochais mon fil dessus, puis là, je récupérais mon doré avec. Je le mettais à l'eau. Là, quand j'ouvrais mon anse, mon jig arrêtait parce que je l'avais accroché à la hauteur parce que le poisson avait mordu. Ah oui, je comprends. Fait que je continuais à faire mes passes comme vous faites en chaloupe, des dérives. Moi, je faisais des dérives à pied. Ça veut dire que j'ai marché les quais en tabarouette, lancer mon jig en haut du courant, le laisser descendre, puis le récupérer en montant. C'est pour ça que j'ai maîtrisé la pêche à la jig. J'ai pris de toutes les espèces, du masquinogé à tout brune, avec des jigs dans le port de Montréal. De toute façon, si vous voulez apprendre à pêcher, c'est le gars, lui, puis David. Puis allez sur leur page. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Merci beaucoup, Charles. Ça a été très, très intéressant. Fait allez voir leur page. Et puis, on se revoit une prochaine fois pour une autre chronique de Pêche Québec en action. À la prochaine.